Qu'est-ce que l'État, au juste? C'est une question qui paraît simple, mais en réalité, elle est super complexe. D'où vient cette entité, cette chose si puissante qui organise nos vies à tous? Eh bien, pour le comprendre, on va plonger ensemble dans les mécanismes du droit constitutionnel. Alors pour commencer, il faut bien se rendre compte qu'avant l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui, le pouvoir politique était organisé de façon très différente. C'était souvent beaucoup plus personnel et pour tout dire beaucoup plus chaotique. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a le système féodal. Le pouvoir, c'était comme un bien privé. C'était lié à la terre. Le seigneur était le pouvoir. Et ça menait à quoi? À un pouvoir complètement émietté, instable et à des guerres permanentes. Et de l'autre côté, on a l'État moderne, qui est une rupture totale avec ça. Le pouvoir n'est plus une personne, c'est une fonction, une institution qui existe, peu importe qui est aux commandes. Et c'est justement ça qui va lui donner sa stabilité. Et tout ça, ça nous amène à un concept qui est absolument fondamental, l'institutionnalisation. C'est vraiment le moment où on passe d'un pouvoir qui est incarné par un homme à un pouvoir qui est incarné par une fonction. Pour le dire simplement, le président change, les ministres passent, mais l'État, lui, reste. C'est cette idée géniale qui fonde la continuité de nos sociétés. Bon alors, comment on fabrique un État? On pourrait presque dire qu'il y a une recette de base, avec 3 ingrédients absolument indispensables. On retrouve toujours ces 3 éléments. 1. Une population, qu'on va appeler une nation. 2. Un territoire avec des frontières définies. Et 3. Un gouvernement souverain. Alors le territoire, c'est assez facile à visualiser. Le gouvernement souverain, ça veut dire une autorité qui n'a personne au-dessus d'elle pour lui dicter ses lois. Mais le premier ingrédient, la population, ou plus précisément la nation, là, c'est de loin le plus complexe. C'est la fameuse question à 1 million. Qu'est-ce qui fait qu'un groupe de personnes sur un territoire devient une nation unie? Eh bien, sur ce sujet, on a 2 grandes écoles de pensée qui s'affrontent. D'un côté, on a ce qu'on appelle la vision objective, qui est souvent associée à la pensée allemande, notamment à Fichte. Pour lui, une nation, c'est un fait. C'est déterminé par des critères concrets qu'on peut mesurer. Une langue, une religion, une race commune. Et de l'autre, on a la vision subjective, incarnée en France par Ernest Renan. Et là, c'est tout l'inverse. La nation, ce n'est pas un héritage qu'on subit, c'est un projet qu'on choisit. C'est avant tout un acte de volonté, le désir de vivre ensemble et de construire un avenir commun, peu importe d'où on vient. Et cette citation de Renan, elle résume tout parfaitement. L'existence d'une nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Ça veut dire qu'être une nation, ce n'est jamais acquis. C'est un choix qu'on doit refaire collectivement, chaque jour. C'est un projet qui est en construction permanente. Ok, donc on a nos ingrédients. Un peuple, un territoire, une autorité. Maintenant, il nous faut le mode d'emploi, la règle du jeu qui va organiser tout ça. Et ça, c'est le rôle de la Constitution. L'analogie est vraiment parlante. Si on imagine que l'État est un ordinateur, eh bien la Constitution, c'est son système d'exploitation. C'est elle qui dit qui a le droit de faire quoi, comment, et surtout quelles sont les limites à ne pas dépasser. C'est vraiment le document fondateur qui donne vie et qui donne une structure à l'État. Et cette Constitution, attention, c'est la loi suprême. On représente souvent le droit comme une pyramide, et tout en haut de cette pyramide, il y a la Constitution. Ça veut dire que toutes les autres règles, les lois votées au Parlement, les traités internationaux, les décrets, doivent obligatoirement la respecter. C'est ça le principe fondamental de ce qu'on appelle un État de droit. Personne, même pas ceux qui nous gouvernent, n'est au-dessus de la Constitution. Mais ce qui est fascinant, c'est que la mission de l'État, sa fiche de poste, si on veut, n'est pas du tout figée dans le marbre. En fait, elle a même radicalement changé avec le temps. On peut distinguer, en gros, 3 grandes étapes dans l'évolution des fonctions de l'État en France. On a d'abord eu l'État gendarme, puis l'État-providence, et enfin, plus récemment, ce qu'on pourrait appeler l'État gardien. Alors, premier acte, l'État gendarme, qui naît avec la Révolution française. C'est l'État version minimaliste. Sa mission se limite à ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, la police, la justice, la défense. Il est là pour garantir la sécurité et les libertés, mais surtout, il ne se mêle pas de l'économie ou du social. C'est un simple arbitre qui veille au respect des règles du jeu. Changement de décor complet après la Seconde Guerre mondiale. On entre dans l'ère de l'État-providence. Là, l'État n'est plus juste un arbitre, il devient un acteur central. Il intervient massivement pour assurer le bien-être de ses citoyens, à travers la sécurité sociale, l'hôpital public, l'éducation pour tous. Bref, il devient un véritable fournisseur de services. Et aujourd'hui, on voit émerger une 3e mission, une nouvelle casquette pour l'État, celle de l'État gardien. On peut dater ça de 2004, avec l'intégration de la Charte de l'environnement dans la Constitution. Désormais, l'État a officiellement le devoir de protéger l'environnement, d'anticiper les risques écologiques et d'agir pour les générations futures. Bon, on a vu ce qu'est l'État, comment il est né, comment son rôle a évolué, mais concrètement, sur le terrain, comment est-ce qu'il s'organise pour exercer son pouvoir partout sur le territoire ?
Parce que soyons clairs, même dans un État très centralisé comme la France, il est juste impossible de tout gérer depuis Paris. Il faut bien trouver des manières de répartir le pouvoir pour qu'il soit efficace au plus près des gens. Et pour ça, il existe deux techniques bien distinctes. Et là, il faut bien faire la différence entre deux mots qui se ressemblent mais qui sont très différents. La déconcentration et la décentralisation. La déconcentration, c'est quand l'État envoie ses propres agents sur le terrain pour appliquer ses décisions. L'exemple typique, c'est le préfet. Il représente l'État. La décentralisation, c'est une toute autre logique. On ne transfère pas le pouvoir de l'État, on crée un nouveau pouvoir, local, avec des élus, comme le maire, qui gèrent les affaires de leur commune ou de leur région. Il y a une formule géniale pour s'en souvenir. La déconcentration, c'est le même marteau qui frappe, mais avec un manche plus court. L'image est parfaite. C'est toujours le même pouvoir central, le même marteau. On a juste à rapprocher la main du clou pour être plus précis et plus efficace sur le terrain. La décentralisation, en revanche, c'est un autre outil. On crée un véritable pouvoir local, distinct de celui de l'État. On dit souvent que c'est une école de la démocratie, parce qu'elle permet à chacun de s'impliquer dans la gestion des affaires qui le concernent directement à travers les élections locales. C'est une respiration démocratique essentielle. On a vu l'État évoluer, d'abord arbitre, puis fournisseur, et aujourd'hui gardien de l'environnement. Alors face aux immenses défis de notre temps, le climat, la révolution numérique, les crises sanitaires, on peut légitimement se poser la question, quelle sera sa prochaine transformation? Quel sera le prochain visage de l'État? La seule chose dont on peut être sûr, c'est que son histoire est très loin d'être terminée.